et bienvenue à la 6e édition de Parole croisé. Bien sûr, comme d'habitude, je suis accompagné de mes acolytes. Donc à ma droite, Omar, le gros jeune de l'équipe. Puis nous avons Mohidine, le geek de l'équipe. Enfin, la seule demoiselle de l'équipe, la ravissante Ayane. Et bien sûr, notre vieux grincheux Hamza. Aujourd'hui, nous allons discuter du vaccin et de la campagne qui va bientôt commencer à Djibouti. Beaucoup de Djiboutiens ont des questions et bien sûr, on a une surprise pour eux. Aujourd'hui, on a un spécialiste avec nous qui sera là pour répondre à toutes les questions. Donc, je vais vous présenter le docteur Ahmed Roble Abdile qui sera là avec nous ce soir en tant que président de la commission chargée du déploiement des vaccins. Donc, monsieur Ahmed, c'est un plaisir de vous accueillir chez nous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir aussi de venir ici dans votre studio. J'étais impressionné. Merci beaucoup. C'est qu'un début encore, on verra. Les choses vont s'améliorer encore. Merci en tout cas. Ok. Donc très vite, bien sûr, pour cette rubrique, on a eu beaucoup de gens qui tenaient à tout prix à vous poser des questions directement. Donc on va un peu faire un format un peu différent. Ça veut dire que les chroniqueurs auront un rôle peut-être un peu plus mineur et j'ai sélectionné quelques questions qui venaient de l'audience et je vais vous les poser. Bien sûr, on aimerait que, si possible, que vous aidez le public à un peu comprendre à travers les réponses de l'audience. Bien sûr, je permettrai à mes chroniqueurs juste après de pouvoir rebondir sur votre réponse pour peut-être approfondir les questions qui ont été posées. Donc, la première question que je vais sélectionner, ça vient d'un certain monsieur Farhan Saïd Abdullahi. Donc, la question est très simple, c'est pourquoi choisir le vaccin AstraZeneca? Et enfin, quels sont ses effets secondaires? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Merci. D'abord, je vais saluer les internautes, tous ceux qui nous regardent, nous écoutent. Je leur dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, dans un premier temps, d'abord, avant de répondre à ta question, je dois d'abord dire, parce que je suis le président de la commission chargée de l'introduction et du déploiement de la vaccination anti-Covid, ô combien nous, les membres de la commission, le ministère de la Santé et tous les ministères sectoriels qui ont bossé dans ce domaine, nous sommes très heureux d'avoir les vaccins à Djibouti, parce que ce n'était pas une sinecure, ce n'était pas si facile que ça. Il fallait batailler, parce que beaucoup de pays n'avaient pas accès, n'ont pas accès jusqu'à maintenant à ces vaccins. On est le deuxième pays de l'Afrique du Nord. Nous sommes le deuxième pays de la région MENA, en fait. Nous sommes le deuxième pays de tous les pays arabes. Nous sommes le deuxième pays. Et nous sommes le quatrième pays en termes de pays africains. On devrait normalement être le deuxième pays, mais nous étions en fait victimes de notre succès parce que Djibouti a bien géré l'épidémie Covid. C'est pour ça qu'on ne nous a pas donc priorisé. Mais sinon, on avait bouclé notre cahier de charge bien longtemps. Vers début février, nous étions déjà prêts à recevoir le vaccin. Je vais d'abord relater un peu comment ça se déroule en fait, parce qu'on dépose des dossiers, parce qu'il faut que le pays soit éligible. Et pour ça, il faut vraiment déposer un dossier. Et donc, c'est à la suite de ça que le chef de l'État avait, par décret présidentiel, nommé un certain nombre de cadres qui provenaient de beaucoup de ministères, ministère de la Santé, ministère de la Solidarité, l'enseignement supérieur, l'université, il y avait des juristes, il y a un panel de 25 spécialistes chacun dans son domaine qui ont travaillé dans ce dossier et on avait rédigé en fait la stratégie nationale en termes de vaccination, un plan de communication, un plan de déploiement et nous avons soumis tous ces documents-là à l'OMS. L'OMS d'abord de EMRO, parce que Djibouti dépend du bureau régional OMS qui se trouve au Caire. Ensuite, nous avons déposé à Genève et ensuite à Washington. Donc, c'est à la suite de ça que Djibouti a été éligible, qu'on nous a donné les vaccins. Il faut que les gens puissent comprendre que les vaccins n'atterrissent pas comme ça. C'est pas par un simple lettre qu'on rédige quelque part, qu'on prend les vaccins.
Mais pourquoi AstraZeneca? Je reviens donc à cette question. D'abord, il y a un panel de spécialistes, des médecins, qui sont des médecins infectiologues, des médecins, des pédiatres, des statisticiens, des chercheurs, des chimistes, des docteurs en biomédical. C'est surtout d'abord l'université et la CERD. Et donc, je remercie ici vraiment tous les ministères qui nous ont aidés. Et ce sont ces chercheurs qui ont collecté tous les données. Nous avons donc collecté tous les données djiboutiennes. Et nous avons passé en revue tous les patients qui ont été atteints de Covid. Ensuite, toutes les personnes qui étaient hospitalisées dans les structures hospitalières de notre pays. Et enfin, toutes les personnes qui sont décédées. À cela, nous avons ajouté toutes les données internationales. Nous avons épluché à peu près 350 revues de littérature, c'est-à-dire publications qui ont été faites dans le monde. Et à la suite de ça, nos chercheurs, c'est-à-dire nous, la commission, nous avons fait une sélection parce qu'il fallait répondre à une question. Quel vaccin pour Djibouti? Il fallait choisir un vaccin. Il fallait choisir un ou plusieurs vaccins. Mais il ne fallait pas choisir comme ça. Il fallait choisir selon des données, sur le plan scientifique, il fallait choisir un vaccin. Et on avait en fait 3 critères pour choisir les vaccins. Le premier critère, c'était d'abord l'innocuité du vaccin. C'est-à-dire, il faut que le vaccin soit safe, en quelque sorte. Il ne faut pas qu'il y ait moins d'effets secondaires. Il faut qu'il ne crée pas de dommages, qu'il n'y ait pas beaucoup d'effets secondaires. Ça, c'était le premier critère. Le deuxième critère, c'est l'efficacité du vaccin. Le troisième, il faut que ce vaccin soit efficace, c'est-à-dire qu'il soit correct. Le troisième critère, c'est la chaîne de froid. La chaîne de froid, c'est très important parce qu'il faut stocker ces vaccins, il faut distribuer ce vaccin. C'est très important, la chaîne de froid. Et le quatrième critère, c'est le coût du vaccin, parce que Djibouti achète le vaccin. Et donc, les vaccins sont très chers. Donc, et ces 4 éléments, nous avons combiné, et après, nous avons fait une classification. Et le premier vaccin qui est sorti à la suite de cette classification, c'était Sputnik. Sputnik est le premier vaccin. Le vaccin russe. C'est le vaccin russe qui est sorti le premier. Le deuxième vaccin, c'était AstraZeneca. Et le troisième vaccin, c'est le vaccin chinois Sinopharm. Le quatrième vaccin, c'était le vaccin chinois Sinopharm. Et ensuite, en dernière position, on avait le vaccin Pfizer, BioNTech et Moderna. Donc, il y avait une classification. Donc, c'est pour ça que AstraZeneca, qui est un vaccin britannique, qui est un vaccin fait à base de particules virales, c'est pour ça que donc on a actuellement le vaccin AstraZeneca qui est arrivé à peu près il y a quelques jours, à peu près 5 jours, à Djibouti. Donc, le choix d'AstraZeneca découle de tout ce que je viens de dire. Maintenant, les effets secondaires. D'abord, il faut dire que AstraZeneca, je vais vous dire son efficacité. Je lisais rien que cet après-midi, il y a une étude qui est sortie, parce que nous sommes très connectés. L'OMS on a des revues de littérature qui tombent pratiquement minute par minute. Nous sommes au courant et nos décisions changent en fonction de tout ça. Donc, je lisais cet après-midi une étude qui était sortie sur le magazine, sur la revue scientifique Lancet, qui est sortie le 6. Le 6, c'est le plus récent, disait que une étude qui a été faite sur 17 000 patients, 80% de l'efficacité d'AstraZeneca, 80%. Et il empêchait en fait la contraction du virus à 75%. Donc c'est frais, c'est une étude qui vient de sortir. Donc c'est un vaccin qui est efficace. Ensuite, les effets secondaires, c'est un vaccin qui ne donne pas beaucoup d'effets secondaires, pas plus que les autres vaccins, que le vaccin qu'on fait aux enfants. Et que il y a des rougeurs, c'est-à-dire dès qu'on vaccine, il y a une petite réaction au niveau local, là où on vaccine, une petite douleur. Ensuite, on voit de temps en temps de la fièvre élevée, des douleurs qui surviennent,
des douleurs, des petites courbatures. Donc, c'est le même truc que le vaccin normal. D'accord. Donc, un peu d'asthme aussi. Oui. Par le même lancette. Oui, mais c'est pas les effets secondaires les plus fréquents. Est-ce que l'argument le plus en faveur de l'AstraZeneca, c'est tout simplement peut-être ce que vous voulez dire, la gestion du froid, le fait que c'est l'un des vaccins qui se maintient avec une température peut-être beaucoup plus raisonnable à mettre en place à Djibouti? Non, il n'y a pas que ça. Nous, notre premier critère, le premier critère, ce sont les deux premiers. C'est pour ça que j'ai commencé par ces deux-là. C'est-à-dire que même si le vaccin se conserve bien, s'il est non safe, c'est-à-dire s'il crée trop de problèmes, on ne va pas les choisir. Le premier des critères, et d'ailleurs c'est un dogme en termes de médecine, tout ce qu'on inocule ne doit pas créer de problème. C'est le premier des critères. Quel que soit son coût, même si on le donne gratuitement, on ne va pas le prendre. Même s'il se conserve à l'air libre, on ne va jamais le prendre. Donc le premier des critères pour nous, il faut que ce vaccin ne crée pas de dommages. Donc les Djiboutiens doivent se sentir bien sûr, c'est le premier critère. Et ensuite, le deuxième critère, c'est l'efficacité. C'est l'efficacité. Vient ensuite le chêne de froid. Donc les chaînes de froid sont en troisième position. Pour nous, ça ne pose pas de problème. D'ailleurs, pour les vaccins, on va avoir bientôt les vaccins aussi. Je vais peut-être parler de ça, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a d'autres vaccins. D'ailleurs, on va avoir tous les vaccins. À Djibouti, nous allons avoir tous les vaccins. J'ai une question par rapport à ça. Ça veut dire sur les 500 000, J'ai une question par rapport à ça. J'ai vu que AstraZeneca, il y a l'Union européenne réquisitionnait des productions en Europe pour privilégier la population européenne. Vous n'avez pas eu de problème à ce niveau-là? On a eu un peu de problème. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu un premier lot. On a eu 24 000 doses. C'est un premier lot. Sur un total du premier, c'est-à-dire jusqu'au mois de mai, on aura au total 108 000 doses. AstraZeneca. Mais à terme, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année, on aura 700 000 doses. d'AstraZeneca Pas seulement. On aura AstraZeneca, 700 000 doses. On aura à peu près 300 000 à 400 000 doses de vaccins chinois. On aura aussi les vaccins Sputnik aussi. Nous avons commandé déjà, qui va bientôt arriver. On aura aussi, c'est-à-dire nous avons déjà commandé, parce que nous avons la chance, et je le dis ici, c'est une fierté pour moi, que le chef de l'État en personne est impliqué. Depuis l'avènement du Covid jusqu'à maintenant, nous avons cette chance-là. Il est impliqué et il réagit, c'est-à-dire c'est le leadership du chef de l'État. Et en fonction des vaccins qui sont mis à disposition du peuple, est-ce que c'est le peuple qui choisira celui qu'il veut s'injecter ou ce sera en fonction des besoins et des spécificités? On va peut-être revenir plus tard sur ça. Mais sur les effets, sur les effets secondaires. Globalement, c'est un vaccin qui est très bon. D'accord. Et qui n'a pas beaucoup d'effets secondaires. Et les autres qui vont venir? Vu qu'on aura plusieurs vaccins, oui. quelle est leur efficacité aussi? Il y a 3 vaccins qu'on a choisis. Les 3 vaccins sont très bons. C'est-à-dire, les 3 vaccins ont une efficacité supérieure à 115%. Sputnik, c'est 90. Le Sputnik est le premier. C'est pour ça que j'ai dit le premier. Le premier, c'est 90%. Il y a le vaccin chinois qui est autour de 115%. Et AstraZeneca qui est autour de 83%. Donc, les Djiboutiens vont bénéficier donc des vaccins qui seront de bonne qualité. Et d'ailleurs, AstraZeneca, actuellement, la France est en train de vacciner avec AstraZeneca. Nous avons les mêmes vaccins que la France. Et nous avons les mêmes vaccins qui sont stockés à BK13. Hein. C'est les mêmes vaccins que nous avons et qu'on va commencer, et je le dis maintenant solennellement, la campagne de vaccination va commencer, le chef de l'État va lancer le lundi prochain. La campagne de vaccination sera lancée le lundi prochain. C'est-à-dire le début de la semaine. Oui, moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit sur AstraZeneca. La France a lancé l'AstraZeneca, c'est vrai, mais il y a une petite controverse.
dans ces essais cliniques, les personnes âgées ont été associées tardivement et on n'a pas assez de recul par rapport à l'inoculation de ce type de vaccin pour les personnes très âgées. Et du coup, ils ont mis de côté AstraZeneca pour les personnes qui sont malades, qui ont des maladies de comorbidité comme le diabète et qui ont un âge un peu au-dessus de 70 ans. Est-ce que ce sera le cas pour nous, docteur? Alors, quels seront les groupes prioritaires? Alors, il faut comprendre que la France est en train maintenant, au moment où je vous parle, de vacciner avec AstraZeneca pour une population entre 65 et 70 ans. Ils sont en train. Ils ont commencé, donc on aura un recul par rapport à ça. Donc déjà, il y a les données, parce qu'il faut comprendre, à chaque fois qu'on a les vaccins, c'est-à-dire que le laboratoire, tout le monde scientifique nous met à notre disposition toutes les études qui sont faites. Donc nous avons au jour le jour, c'est-à-dire de manière, un feedback. Et d'ailleurs, nous avons, c'est-à-dire si demain on commence la vaccination, si même nous, si le moindre effet secondaire, nous avons un logiciel qui gère ça. Nous avons acquis un logiciel qui gère tous les effets secondaires. Et on doit immédiatement, c'est-à-dire répertorier et de manière, c'est-à-dire dans le monde, tout effet secondaire, et c'est globalisé. Il faut comprendre que d'abord ça c'est une maladie qui est nouvelle. Vous savez, c'est l'avènement vraiment, c'est inédit ça. C'est la première fois qu'on fait sortir des vaccins au bout de un an. Aussi rapidement. Tout le monde peut faire. Avant c'était plus chaque pays, chaque entreprise. Exactement. Et un échange de données qui est un échange de données qui est ouvert. Djibouti est dans ce monde globalisé. Je dois dire que actuellement il y a 177 vaccins qui sont en test. 177 de par le monde. Beaucoup de pays, beaucoup de laboratoires, dans beaucoup de pays, 177 vaccins sont en test actuellement. Mais parmi les 177, il y a uniquement 22 vaccins qui sont en phase clinique, phase 3. C'est cette phase 3 dont j'aimerais revenir. Avant, les vaccins, on prenait un peu, on attendait la quatrième phase qui s'appelle, vous connaissez, la pharmacovigilance. Et tous les types de vaccins de Covid-19 n'ont pas atteint la phase 4. On a très vite, parce qu'il y a des enjeux, est-ce que les enjeux qui étaient là, qui étaient existentiels, parce qu'il y avait des millions de morts, est-ce que ça explique qu'au phase 3 de l'essai clinique, on lance les vaccins? D'abord, il faut comprendre que ce n'est pas obligatoire d'attendre la phase 4. Les seuls problèmes qu'il y a, c'est pas les phases, c'est les cohortes des personnes qui sont impliquées. Absolument. Avant, pour qu'un vaccin soit vraiment homologué, on prenait des échantillons très très importants. Parce qu'il faut comprendre qu'en santé publique, plus la taille de la population testée est très importante, plus l'étude est fiable. Vous comprenez? Donc, c'est en termes de population, plutôt qu'en termes de phase 3 ou de phase 4. La pharmacovigilance, ce sont les suivis des effets secondaires. Et en général, les vaccins, c'est des effets secondaires. Il y a des vaccins secondaires à court terme, il y a des effets à long terme. C'est toujours difficile. Et même, il y a certains vaccins que, d'ailleurs, tous les Djiboutiens vaccinent leurs enfants, qui sont jusqu'à maintenant suivis. Et d'ailleurs, que Djibouti suit. Je fais partie des gens qui suivaient pendant des années la pharmacovigilance, par exemple, du polio. Et jusqu'à présent, on suit le vaccin contre la polio, qui est un vaccin qu'on vaccine depuis maintenant une centaine d'années. Jusqu'à maintenant, on suit la pharmacovigilance. Idem pour, par exemple, le vaccin. Je dois dire que le vaccin, par exemple, AstraZeneca, n'est pas plus dangereux que le vaccin contre l'hépatite B, par exemple. Il n'est pas plus dangereux. Et on a choisi d'ailleurs ce vaccin-là parce que c'est des vaccins qu'on connaît. Par exemple, Pfizer, c'est une technologie qu'on ne connaît pas. Oui, c'est la nouvelle technologie. J'aimerais rebondir sur ça et vous poser une question. Sur ça, malheureusement, je vais un peu gâcher un peu l'ambiance. Il faut quand même qu'on passe aux questions précédentes parce qu'on a quand même sélectionné des questions qui viennent du public et chacun voudra avoir leur réponse, leur question répondue. Donc, la prochaine question vient de Hussein Saïd. C'est un peu plus, j'imagine, pratique. Combien de temps suis-je immunisé au virus après la vaccination et doit-on continuer à porter des masques de protection? Oui, en fait, le port les masques,
la distanciation sociale, c'est-à-dire les gestes barrières, vont être toujours suivis, même après la vaccination. Parce que ce qui est très important, c'est que la vaccination, il faut d'abord avoir, pour qu'un pays puisse dire « nous sommes free, maintenant il n'y aura rien du tout », il faut qu'on puisse vacciner 70% de la population. Ce jour-là, on peut dire « ok, nous, on est bon, on peut arrêter tout ça, on est immunisé ». Il faut qu'on ait une immunité collective. Et tant que nous n'avons pas atteint, c'est-à-dire si demain, par exemple, on commence la vaccination, il faut qu'on attende le 70% pour qu'on puisse atteindre ça. Maintenant, la durée, nous n'avons pas encore de recul, mais il faut comprendre que, d'ailleurs, cette dernière étude qui est sortie le 6 mars, qui est sortie, disait que ce vaccin se bonifie au fil du temps. Il disait que plus lorsqu'on fait la première dose, par exemple aujourd'hui, si on fait la deuxième dose 2 semaines après, on a une efficacité de 110%. Mais si on fait 3 mois après, nous avons une efficacité de 83%. Plus, c'est-à-dire la durée est plus longue, plus l'immunité est correcte. C'est-à-dire qu'on n'a pas de recul. Je ne peux pas répondre aujourd'hui à cette question parce qu'on n'a pas assez de recul. Mais il faut comprendre, parce que qu'est-ce qu'on cherche? Si Djibouti, tout le monde se vaccine, c'est une immunité collective, nous avons une sécurité au niveau de ce territoire. C'est-à-dire une sécurité qui sera, parce que la vaccination, nous allons la finir peut-être d'ici une année. C'est-à-dire pratiquement, nous voulons vacciner 70% de tous nos groupes éligibles à la vaccination. Parce qu'il y a des groupes qui ne sont pas éligibles à la vaccination d'ici 1 an. C'est notre objectif. D'ici 6 mois, nous voulons terminer tous les groupes prioritaires. Mais d'ici 1 an, vraiment, nous voulons atteindre 80% de la population. Revenons à ces groupes prioritaires. J'ai une question de Aboïta Moïta, qui était un de mes invités. Donc, il dit quels sont les groupes prioritaires pour la campagne de vaccination? Alors, d'abord, c'est des groupes. Ça aussi, ça découle de la phase de vaccination. Non, c'est de notre étude aussi. Nous on a collecté tous les données djiboutiennes. Et nous nous sommes rendus compte que il y avait un certain nombre de groupes qui étaient prioritaires. D'abord, les personnes âgées sont prioritaires. Les personnels de santé sont prioritaires. Les personnes qui sont en comorbidité, c'est-à-dire qui ont une maladie chronique, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension, les maladies cardiaques, les maladies rénales, les maladies hépatiques, toutes les maladies chroniques, les bronchopneumopathies, l'asthme, tous les personnes qui ont des maladies chroniques, ce sont les 3 groupes que nous voulons vacciner en premier lieu d'abord. D'abord, le personnel de santé, nous voulons vraiment le finir en 2 semaines. Nous avons un plan, on a un chronogramme. Dès que lundi, la vaccination va commencer. En 2 semaines, nous allons terminer tous les personnels de santé. Ils sont à peu près 6 000, nous connaissons, 6 000 personnes qu'on doit terminer. Maintenant, les personnels âgés, nous les connaissons aussi, nous avons les statistiques. À Djibouti, les personnes qui ont entre plus de 60 ans sont autour de 66 000 personnes. De 50 à 60 ans, ils sont autour de 82 000 personnes. Donc, quand vous dites personnes âgées, c'est de quel âge à quel âge? Pour que ce soit clair pour le... Je suis en train de donner... Partout. D'ailleurs, oui, parce que nous travaillons avec la disette, avec les services de statistiques. Et on connaît ces gens-là quartier par quartier. Nous avons un planning pour ça. Nous connaissons. Donc, je disais que plus de 60%, c'est 66 000. 50 à 60, 82 000 personnes. 40 à 50 ans, c'est 125 000. Et toutes ces personnes-là réunies, nous avons leur vaccin. Si on arrive à vacciner ces populations, c'est jusqu'à 40 ans, vous imaginez? Jusqu'à 40 ans, c'est pas vieux à Djibouti. Et on ajoute les personnels de santé. On ajoute les personnes qui sont en comorbidité. Nous les savons aussi, ces gens-là. Nous les connaissons aussi parce que
la CNSS qui travaille avec nous a mis à notre disposition leur base de données. Le ministère de la Santé, les hôpitaux nous ont donné leur base de données. Nous avons les téléphones de tous ces gens-là. Donc, si on commence, c'est assez facile, on peut vacciner assez rapidement. Donc, ça, c'est la phase 1 c'est la phase 1 de la vaccination. C'est la phase 1 de la vaccination. Nous voulons le finir, disons, en 6 mois. En 6 mois, nous devons terminer tout ça. Maintenant, la phase 2, vont s'égrever maintenant 2 types de populations qui sont pas prioritaires, mais dont l'événement maintenant a rendu prioritaire. Ce sont les pèlerins, parce que juste après, nous aurons le pèlerinage. L'Arabie Saoudite ne veut pas avoir des pèlerins non vaccinés. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a la chance. C'est pour ça que Djibouti, nous sommes fiers, parce que nos pèlerins peuvent se vacciner à temps et nous sommes éligibles. Il y a des pays qui cherchent maintenant la vaccination, qui cherchent, qui n'ont pas accès, qui n'ont pas fait les choses en avance, qui n'ont pas anticipé, ils n'ont pas de vaccin. Et les laboratoires sont obligés de nous donner la vaccination, parce que si on vaccine la première dose, on doit avoir la deuxième dose. Et d'ailleurs, nous avons acheté beaucoup de vaccins et on a payé déjà l'argent pour ça. Djibouti, déjà, c'est déjà prédispositionné. Oui, j'aimerais rebondir sur ces... Donc, après ça, il y a les pèlerins. Ensuite, il y a les sportifs, parce qu'il y a le jeu de Tokyo qui vient. Ces deux-là, donc ces 2 types de populations, nous allons rapidement les vacciner parce qu'ils ne sont pas très nombreux. 2500 personnes, 3000 personnes, pour nous, c'est rien du tout. On va les vacciner assez rapidement. Ensuite, dans une deuxième phase, il y aura d'autres groupes qui vont suivre. Premièrement, tous ceux qui sont en uniforme, c'est-à-dire que nos statistiques sont sorties aussi, tous ceux qui sont Covid positifs à Djibouti, les militaires, les gendarmes, les travailleurs sociaux. Voilà, les gens en uniforme, les travailleurs sociaux. Tous ceux qui travaillent, les ministères par exemple de la jeunesse et du sport, tous ceux qui travaillent dans les CDC, qui sont dans les quartiers, seront prioritaires. Les enseignants, pour nous, sont très importants aussi. C'est un deuxième groupe qui vont venir par la suite. Et ce groupe, ça va commencer quand potentiellement? Immédiatement, juste après. Dans 6 mois, ces groupes-là. Attention, c'est-à-dire vous pouvez être, par exemple, enseignant et avoir une comorbidité, vous êtes à phase 1. Bien sûr. Vous comprenez, non? Donc c'est ça. Et au fil du temps, comme ça, nous voulons vraiment finir. Mais parmi ces gens-là, c'est-à-dire, c'est jusqu'à 18 ans en fait. Nous ne voulons pas vacciner les enfants jusqu'à maintenant. Enfin, les jeunes en tout cas, les jeunes. C'est jusqu'à 18 ans. Nous voulons vacciner au-delà de 18 ans. C'est quoi le délai pour la fin de la campagne pour arriver aux 70% de la population immunisée? Comment vous comptez? Ça prendrait combien de temps potentiellement pour toutes ces phases ensemble? Vous comprenez que si nous finissons, parce que la majeure partie de la population, c'est une population jeune. C'est-à-dire que nous avons à peu près l'âge médian à Djibouti, c'est 25 ans. Oui. Nous n'avons pas beaucoup de vieux. Besoin de couvrir 70%. Exactement. Donc nous allons rapidement atteindre plus de 70%. Si on vaccine tout ce monde-là, nous allons avoir rapidement. Et c'est pas des choses qu'on va réfléchir. C'est-à-dire que d'ici quelques mois, c'est-à-dire nous avons les vaccins pour vacciner. Ça dépend maintenant des Djiboutiens. Oui, justement, je voulais revenir sur ça. Le vaccin sera obligatoire. Vous allez mettre en place une campagne pour sensibiliser les gens. C'est une des questions qui est posée. C'est ça, oui. Non, les vaccins n'est pas obligatoire. Voilà, c'est ça qu'il faut. Les vaccins, c'est le consentement éclairé. Voilà. D'ailleurs, en médecine, rien n'est obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent se vacciner. De leur gré. De leur gré. Mais il faut qu'ils comprennent que tout ça ont des délais. On ne peut pas être ouvert. C'est-à-dire que si nous passons d'un groupe à un autre, on ne peut pas revenir en arrière. C'est ça que les gens doivent. Il faut préciser dans les communications. Non, c'est qu'on on parle d'ailleurs depuis un certain temps, parce que ce qui nous intéresse maintenant, c'est le groupe prioritaire. C'est-à-dire que ces groupes prioritaires se connaissent maintenant. C'est-à-dire les personnels de santé sont informés. Les personnes âgées, nous avons leur base de données. Nous allons vraiment vraiment communiquer sur ça. Et les personnes qui ont une comorbidité. Ceux-là, d'abord, ce sont les 6 premiers mois. Nous voulons d'abord vraiment attaquer ce groupe-là. Donc le vaccin n'est pas obligatoire, d'accord? Mais
ce vaccin, tout le monde a besoin. C'est-à-dire, vous avez besoin. C'est une chance. C'est pour l'intérêt collectif, mais c'est pour son propre intérêt aussi. Parce qu'il faut comprendre que maintenant, il y a les variants qui arrivent. Il y a les variants qui arrivent. Nous avons ces derniers temps des taux d'incidence qui sont élevés. Enfin, élevés, pas très élevés. Aujourd'hui, nous avons 24 cas qui sont positifs. 24 hier. Demain, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer si on reste comme ça. Dieu seul sait. Donc, il y a des gens qui sont en réanimation. Nous avons 3 malades qui sont en réanimation à Djibouti maintenant. D'accord, donc ça commence à devenir grave. C'est pas grave, c'est pas grave, mais je souhaite que les gens prennent conscience de la prennent conscience. C'est-à-dire, si même la personne ne veut pas, c'est-à-dire, il faut qu'il protège son grand-père, sa mère. C'est-à-dire, tu ne vis pas seul. Tu n'es pas seul, tu es dans une famille. C'est-à-dire, il y a tes parents qui sont là, il y a tes grands-parents qui sont là. Et ce type de message avait marché au début du corona, quand on avait fait le confinement, c'est protéger vos parents, et les gens avaient pris plus conscience de l'importance de ce type de message. Il y a aussi une autre méthode, plus en Europe. Il y avait les hommes politiques qui se sont mis sur le devant de la scène pour montrer que le vaccin, ce n'est pas si dangereux. Bien sûr. Est-ce qu'on verra ça le lundi? Voilà, c'est possible. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est pas confirmé. Non, c'est que non, les hauts responsables, en tout cas, je ne vais pas donner des précisions maintenant, mais en tout cas, il y aura une vaccination d'un certain nombre de personnalités. Voilà. Déjà, moi, on nous appelle, moi, on m'appelle maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui sont connues, qui veulent vacciner leur mère, déjà, ça se bouscule, beaucoup. C'est-à-dire, je sais que les gens vont venir en masse. Je sais. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, docteur, pourquoi il y a ce concept de 2 shots, 2 vaccins, le vaccin et l'adjuvant? Pourquoi cela? Pourquoi du Lucien lambda plus le... Je pense que ce serait une question technique, malheureusement. Non, mais je peux parce qu'il ne faut pas comprendre, il faut que l'adjuvant, il est partout. L'adjuvant, c'est quoi? C'est ce qui permet, en fait, lorsque vous prenez, je prends juste un exemple simple, lorsque vous prenez un paracétamol, il y a de l'adjuvant. Lorsque vous prenez, c'est-à-dire n'importe quel médicament, il y a un adjuvant. Un adjuvant, c'est quoi? Parce que vous ne pouvez pas avaler des molécules chimiquement actives purement comme ça. Vous avez besoin d'un certain nombre de produits qui permettent de porter. Parce que si vous prenez, par exemple, un médicament ou un vaccin, il est immédiatement neutralisé par le suc gastrique. Ou bien il est immédiatement neutralisé par la défense de l'organisme. Il n'arrive pas aux cellules. Il n'arrive pas aux cellules, il n'arrive pas. Donc, c'est un transporteur. Mais l'adjuvant, c'est-à-dire, je peux vous dire que ces adjuvants-là, la chimie que vous portez, qui a une coloration, est beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereuse que ces adjuvants-là. Vous portez une chemise, par exemple, je porte par exemple du bleu, il y a du colorant, il y a des produits chimiques toxiques que je porte. Et ce sont les biberons que les enfants, il y a du bisphénol A, il y a du plastique, c'est-à-dire chaque jour, nous inhalons. Nous sommes là dans une pièce, il y a une peinture. C'est-à-dire que le temps que nous allons mettre, nous allons rester ici, le nombre de produits, endocriniens, exactement, le nombre de pesticides, des perturbateurs endocriniens est beaucoup plus important que ces adjuvants. Il faut comprendre que l'Internet est à double tranchant. Il y a beaucoup de gens, qui transmettent des messages erronés. Et comme la majeure partie des populations n'ont pas donc ces notions scientifiques, cet esprit critique, ni de recul. Oui, je comprends, parce que tout le monde n'est pas médecin et tout le monde n'est pas chimiste. Il faut comprendre que tous ces gens-là n'ont pas de recul. Et il faut donc toujours prendre avec des pincettes tout ce qui se trouve, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Mais sachez que nous, on ne peut pas faire la promotion d'un certain nombre de choses qui sont nuisibles pour notre pays. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup de chance parce que nous avons un certain recul. Ces vaccins ont été
C'est-à-dire, la France a fait déjà, je sais pas, ils sont à 2 millions ou 3 millions de personnes qui sont déjà vaccinées. S'il y avait de gros problèmes, on allait le savoir. Sur 2 millions, oui. Vous comprenez, non? Les États-Unis sont en train maintenant de vacciner des millions de personnes. La Chine a pratiquement vacciné, je pense, 30% de sa population. On allait savoir, on allait avoir de feedback immédiatement. Si ces gens-là, Djibouti va bientôt commencer, nous sommes, vous comprenez, c'est comme le Covid. Le Covid est arrivé très tard chez nous, la vaccination est arrivée aussi. C'est vrai que nous sommes les premiers parmi les pays africains, mais quand même, il y a des gens qui sont venus, qui ont eu cette vaccination bien avant nous, et on allait avoir. Et il faut comprendre que derrière tout ça, il y a l'OMS, qui régule. Il y a la crédibilité des scientifiques. Donc on ne peut pas instiller, on ne peut pas donner des choses qui sont nuisibles. Une dernière question par rapport à pourquoi vous, docteur Ahmed Robleh, pédiatre? C'est une très bonne question. C'est ce que les gens peuvent se demander. Pourquoi vous? Pourquoi un pédiatre? Oui, pourquoi un pédiatre? D'abord, il faut comprendre que je suis pédiatre, mais ça fait maintenant, c'est ma 27e année que je travaille dans le secteur de la santé. Moi, je suis juste un chef d'orchestre. Je suis le président de cette commission. Je suis un gestionnaire. J'étais secrétaire général du ministère de la Santé. Je suis un pédiatre, c'est ma fonction. C'est ma fonction. Je suis médecin avant tout d'abord, parce que c'est une spécialité. J'ai exercé d'abord la médecine générale pendant 5 ans. Après, je me suis spécialisé en pédiatrie et j'ai travaillé pendant 25 ans dans les hôpitaux de Djibouti. Mais après, j'ai occupé au ministère de la Santé des fonctions administratives. J'ai été responsable. J'ai été secrétaire général pendant 3 années. J'ai été directeur d'un certain nombre de programmes pendant 18 ans. Donc, d'abord, je suis un gestionnaire. Je suis d'abord, c'est pas moi qui décide. Il y a parmi, comme je vous ai dit, il y a des chimistes, il y a des médecins infectiologues, il y a moi je suis juste un administrateur, mais un administrateur médecin qui s'y connaît. Je suis aussi, c'est que les gens peut-être ne comprennent pas, c'est une facette aussi de la médecine. J'ai un master en santé publique, c'est-à-dire j'ai fait beaucoup de diplômes. Je suis docteur en médecine, j'ai un diplôme des spécialités, j'ai fait 4 ans après la médecine. Après, j'ai fait 2 ans de nutrition, je suis nutritionniste aussi. Après, j'ai fait 3 autres années à l'université de Nancy où j'ai fait la santé publique. La santé publique, c'est quoi? Santé publique, spécialité, promotion de la santé. Donc, j'ai un master en plus de ça. Donc, j'ai 3 masters en plus de la spécialité, en plus du doctorat. Donc, je suis un gestionnaire. Santé publique, c'est quelqu'un qui est responsable du management de santé. Après avoir dit tout ça, sans oublier l'expérience. Ne pas oublier que la vaccination, c'est une histoire d'enfant aussi. Moi, j'ai conduit 10 campagnes de vaccination à Djibouti. Donc, je m'y connais, c'est mon domaine. Lorsqu'on parle de vaccination, les adultes, c'est la première fois qu'on vaccine des adultes. Donc, il faut faire appel à des gens qui s'y connaissent. C'est pour ça d'ailleurs que dans notre comité, je ne suis pas le seul pédiatre. Il y a 4 autres pédiatres. Parmi ces 4 pédiatres, il y a un néonatologue qui est avec moi. Donc, les surreprésentés. On est surreprésentés. Il y a les maladies infectieuses, il y a des chimistes, il y a des gens qui travaillent dans la pharmacie. Nous avons beaucoup de pharmaciens. Il y a 3 pharmaciens qui travaillent dans la commission. Donc, c'est pour vous dire que les gens voient Dr Ahmed qui soigne des malades. Je n'ai pas laissé les côtés pratiques parce qu'un médecin reste toujours un médecin. Mais je suis avant tout un administrateur. Cette qualité d'administrateur qui s'y connaît en... Je pense qu'il a bien répondu à la question. Maintenant, il faudra qu'on clôture quand même cette rubrique. J'aimerais peut-être terminer très vite fait un petit tour de table en commençant par le docteur. Vous allez vous vacciner? Bien sûr. Bien sûr. Si vous étiez le contraire, ça aurait été... Non, parce que je vais me vacciner. Je vois de temps en temps des réactions des gens qui disent il faut que
Il faut que vous vaccinez d'abord vous et à titre d'exemple. Il faut comprendre que il faut pas oublier, il faut toujours avoir l'esprit qu'il faut toujours être exemplaire. C'est-à-dire que dans certains pays, par exemple en Argentine ou d'autres pays, la population s'est soulevée parce que les vaccins ont été accaparés par la classe dirigeante. C'est-à-dire que qu'est-ce que la population demain va dire si on vaccine moi, ma famille, ma mère, c'est-à-dire on donne une priorité pour nous, on va nous dire mais vous avez pris les vaccins et vous ne nous donnez rien du tout. Donc moi je suis prioritaire parce que je suis en première ligne. Pourquoi d'abord le ministère de la Santé? Parce que ce sont des gens qui sont... Moi, je soigne encore. Moi, je soigne encore. Donc, je suis prioritaire. Donc, moi, je vais me vacciner. Hamza, tu te vaccinerais? Non, juste 2-3 mots. Je ne suis pas actif sur Facebook, mais j'avais mis, il fallait un peloton d'exécution de 12 soldats. C'est qu'une vaccin. Non, je ne voulais pas prendre de vaccin. J'ai écrit sur mon Facebook. Il fallait un peloton d'exécution. Je ne vais pas prendre ce vaccin s'il est obligatoire. Mais lorsque j'ai écouté le docteur, j'ai fait des recherches par rapport au thème aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que je serai le premier à me bousculer et demander à appeler le docteur si parce que je peux avoir. Je compte me vacciner, ne serait-ce que pour partir en voyage, pour pouvoir. J'ai peur des piqûres. C'est juste ça l'obstacle, il faut juste lui trouver une autre solution, je ne sais pas, suppositoire. Je peux prendre par voie orale. Ce sont des pédiatres qui sont là, on va t'amadouer, c'est comme la petite aiguille, c'est des petites aiguilles. Les aiguilles de vaccin ne sont pas les mêmes que les aiguilles de cérame normale, c'est des petites aiguilles. Les guêpes aussi, c'est des petites insectes. C'est des petites aiguilles. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va vacciner des grands et les grands sont beaucoup plus heureux que les petits. C'est pour ça qu'ils ont choisi. Moi, bon, déjà, je suis obligé, je suis diabétique, donc. Ah, il sera Donc, on va clôturer cette rubrique. On va remercier le docteur Ahmed d'avoir été avec nous pour nous éliminer par rapport à la campagne de vaccination qui arrive. Comme vous pouvez le voir, il y avait beaucoup plus d'informations qu'on s'attendait. On espère que l'audience qui a pu soumettre leurs questions ont pu avoir la plupart de leurs réponses répondues aujourd'hui. Encore, on remercie le docteur d'avoir été là avec nous ce soir. Merci beaucoup, monsieur le docteur. On espère que les invités aussi le remercient, surtout Hamza, vu qu'il a été convaincu. Oui, et surtout Mehdi, sanitairement. Merci beaucoup. Merci. Moi, je suis déjà convaincu. Allez, merci. Enfin, la rubrique suivante, Mohidine, qui revient nous voir avec sa rubrique sur les nouvelles technologies. Mohidine, vous avez quelque chose à nous présenter aujourd'hui? Un gadget, quelque chose d'un peu bizarre? Bonsoir tout le monde. Ce soir, on ne va pas parler des gadgets, mais on va parler d'Oligo-Archive. Pardon? Oligo-Archive. C'est un projet qui consiste à stocker toutes nos données dans de l'ADN. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Internet... D'abord, non, je remets en contexte déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il s'agit d'Internet, Internet, c'est des centaines de millions de data centers. Des data centers, c'est là où sont stockées vos données. Par exemple, si vous consultez les sites facebook.com, il est stocké dans un endroit physique quelque part dans le monde. Du coup, cette histoire de stockage, elle gaspille de l'énergie. Ça coûte très très cher pour refroidir. Ça coûte cher en espace parce que ça requiert en fait un énorme espace. Du coup, des chercheurs sont en train de travailler sur ces projets Oligo-Archive qui consistent à, je le répète, mettre toutes nos données, tout ce qui est photo, images, vidéo, dans de l'ADN. Et quand tu dis ADN, ça veut dire quoi? C'est le quand code d'une personne, ADN synthétique. C'est un ADN qu'ils ont répliqué, qu'ils ont fait en laboratoire. Et ils ont compris que l'ADN est stable parce que vous avez vu, vos informations génétiques ne changent pas. Donc ça prouve que c'est stable. On peut confirmer ça? Oui. Vous avez changé vous avez eu un doigt qui a poussé. C'est stable, mais ça peut contenir des millions d'informations. Voilà, des millions d'informations. Des milliards. En fait, c'est là qu'il est en train d'aller. Du coup, si on prend par exemple 1 gramme d'ADN ou 1 gramme de disque dur, si on le pose à un HDD par exemple, pour 600 grammes de disque dur HDD, il peut contenir 10 Tera. Alors que pour le même poids, un ADN peut contenir 450 exabytes.
carrément. Donc, il Non, va consister à techniquement, comment ça va se faire? Moi, il faut que je C'est comprenne. ça va Moi, rester je le comprends pas. De l'ADN, comment est-ce que je vais me Donc, trimballer l'ADN, avec... l'information informatique, c'est la forme. C'est la forme, voilà, mais pas le l'information en elle-même numérique, elle se traduit en chiffres binaires, c'est-à-dire 0 et des 1, c'est des 0 et des 1. C'est que la machine puisse comprendre. L'ADN, lui, il y a des nucléotides. Il y a le A, le C, le T, le G. C'est Hamza, il n'est pas un professeur d'histoire géo, ni de Hamza est un scientifique. Donc, c'est le seul, il pige un peu le Je délire. pense que c'est un prof de physique. Donc, imagine si on peut C'est de encoder, l'information qui est codée. voilà. Donc, tout ce qui se code en binaire va se coder en acide nucléique. C'est ça, la translation va se faire à ce niveau. Mais ce qui va permettre on peut stocker toute l'internet qui nécessite des millions de serveurs. Ils peuvent le stocker en moins d'une bouteille d'eau d'ADN. Donc, toute l'internet. La question qui revient, c'est quelle forme va avoir ce disque dur? Exactement. Il aura la forme. Est-ce qu'on va se l'injecter? Justement, en fait, en fait, c'est une étude qui est en cours actuellement. C'est l'Union européenne qui finance ce projet. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord traduire tous les chiffres binaires en ADN. L'ADN sera en présence, je sais pas, en fait, tout ce qui ont fait des sciences ont déjà eu l'expérience où ils retiraient un peu de salive, où ils prenaient l'ADN. On peut voir l'ADN même à l'œil nu, craché, et on pouvait voir l'ADN en fait. Donc, on ne voit pas l'ADN à l'œil nu déjà. Non, on peut voir le filament, on peut voir un long filament. Même le long filament. Oui, les séquences se voient au microscope. On voit juste le filament, mais après, il faudra avoir un microscope pour voir. Du coup, ils vont coder cela. Donc, ça va permettre de faciliter je pense, je vais expliquer un peu le contexte. L'Union européenne avait travaillé sur un projet de décodage de garniture génétique. Tu sors tout le dossier. Oui. Alors, cette recherche, elle a duré, je pense, 2 ou 3 décennies. L'Union européenne a unifié ses recherches scientifiques et ses chercheurs en biologie, spécialistes en garniture génétique, et ils n'ont pu décoder que 10% de notre code génétique. Ils se demandaient à quoi servaient les 90 autres %. Nous, en tant que musulmans, on sait, c'est le Lawh al-Mahfouz. Tout est déjà programmé en avance, et le jour où tu seras devant Dieu, ces filaments d'ADN qui ressemblent à la bonne cassette va être mis et tu pourras voir toute ta vie. La date de mariage, la date de mort, tout est encodé. Ils savent, mais ils n'arrivent pas à physiquement montrer quel gène est responsable de la mort, quel allèle est responsable de la mort. Du coup, ils ont trouvé maintenant cette idée de retransposer ça. Ils se sont dit, mais pourquoi on ferait pas de la même chose pour des milliards et des milliards de données, comment on appelle, des big data qui nous emmènent. Non, là, c'est plus de l'ADN synthétique. C'est pas celui de l'humain. Oui, mais donc, ils vont fabriquer de A à Z le truc. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un ADN humain. Ils se sont inspirés de l'ADN. Bien sûr qu'ils sont inspirés parce que les contenus que l'ADN peut offrir. En gros, on aura des données stockées dans un grain de sable. Voilà. Exactement. En gros, c'est ça. Mais le risque est que si on pourrait en fait ça pourrait modifier la garniture génétique humaine. Mais ça c'est si il a déjà répondu à ça. Non, c'est juste c'est synthétique, c'est ça qu'il faut faire. Du coup, déjà ce qui est bien, c'est que c'est moins cher aussi, que ce sera moins cher de fabriquer de l'ADN synthétique que de fabriquer un disque dur ou un disque magnétique. Et du coup, le coût, le truc pour la planète, c'est que c'est écologique. Écologiquement, ce sera... Et ça, en fait, l'ADN peut résister des centaines, des milliers d'années. Alors qu'un disque dur, ça tient une trentaine d'années, si c'est bien entretenu. Et pour retrouver les données, on fait comment? On branche comment l'ADN? Non, ça va se retranscrire. Ça va se retranscrire. En binaire. Et l'information. C'est intéressant pour l'archivage, tout ce qui est archivage. Les entreprises qui archivent des données. Et ça ne sera pas de l'ADN naturel, on est d'accord. C'est synthétique. On n'aura pas à cracher. Peut-on espérer que le premier grand client serait Djibouti Telecom avec son data center? Pourquoi pas? Pourquoi pas la réponse? Passons à la suite. Ah, ok. Et enfin, bien sûr, on va remercier déjà Mouhidine pour sa rubrique. Mais bien sûr, comme d'habitude, on termine avec l'Argu Show. Aujourd'hui, le thème qu'on a choisi, tout simplement, c'est le droit du vote, ou plutôt le devoir du vote. Nous sommes en période électorale bientôt qui approche. Vous avez dû voir depuis quelques jours, voire une semaine,
eu des challenges qui apparaissent sur les réseaux sociaux avec les gens qui récupèrent leur carte d'électeur. Donc clairement, c'est bon, on est bien dedans plus ou moins. La campagne approche. Bien sûr, la question qu'on est en train de se poser, c'est est-ce que la population a été au courant de la communication qui s'est passée autour du retrait des cartes de vote, est-ce qu'ils se sont enregistrés et surtout, est-ce qu'ils ont l'intention de voter. Donc très vite, je vais peut-être laisser la parole à Hamza, qui je suis sûr a probablement un petit exposé historique à nous faire sur le droit du vote à Djibouti. J'aimerais d'abord installer le cadre historique des élections et du vote et du suffrage. Je vous ai dit, c'est un professeur. Hein. Mais je suis pas professeur d'histoire. Ex-professeur, formateur maintenant. Il est fort maintenant, quasiment. Physique, formateur maintenant, c'est vrai, des enseignants au centre de formation. Alors, le cadre historique, le droit de vote arrive à Djibouti le 23 mars 1946. Et c'est pas encore le suffrage universel, c'est les notables qui vont élire leurs représentants. Et c'est en 1946, c'est le premier match, on va dire, entre Goulet et Harbi. Puis, à peu près 10 ans après, 56, c'est le match retour entre Goulet et Harbi. Harbi qui a RDA et Goulet dit EST. Et le gouvernement en place français va rendre le suffrage universel, quoique c'est universel, ce caractère universel est très controversé parce que d'un côté les autochtones disaient que l'administration en place les listes qu'elle présentait n'est pas des listes qui étaient fidèles à ceux déposés par les notables. Et de l'autre côté, le notable avait le droit de vote collectif, il pouvait voter pour ceux qu'il représentait. Et donc, ça n'avait rien d'universel. Alors, il faudrait attendre jusqu'en 1981 pour avoir le premier suffrage universel à Djibouti. Mais même ce suffrage-là, le fait qu'il n'y ait pas la démocratisation des partis politiques casse un peu le caractère universel. Le caractère universel va devenir vraiment effectif qu'en 1992 avec le changement de la Constitution, la démocratisation des partis politiques et la loi 211 de la deuxième législature juillet 1992 va rendre, dans son article 6, va rendre le suffrage universel, égalitaire, égal et secret. Un petit tour de table, combien il y a eu d'élections présidentielles depuis la création de Djibouti? Présidentielle. Au moins 10. Au moins 10? C'est au pif? Non, clairement. Donc on peut le faire tout simplement, car on va dire, le premier, ça veut dire 81. On va dire chaque mandat. Avant, c'était 6 ans, je crois. Oui, avant, c'était 6 ans. 87, 93. Il est devenu 6 ans en 92. Donc, c'était quoi avant? 7 ans? On est à moins de 1, on est à moins de 10, on est à 8 à peu près. Oui, on a encore une très jeune nation sur ce côté-là, c'est vrai. Donc, c'est peut-être pas une expérience aussi assimilée par la population. Donc, peut-être très vite, on va peut-être commencer peut-être avec la communication. Parce qu'on a eu beaucoup de jeunes qui, lorsqu'ils ont vu les challenges sur les réseaux sociaux, qui étaient tout simplement étonnés, j'aimerais vraiment commencer par ce point. On voulait retirer. Ils se demandaient comment ça se fait, comment on fait pour l'avoir, et ainsi de suite. Moi et Myriadi, nous avons participé au challenge parce que nous sommes des bons soutiens pour commencer. Non, blague à part. Voilà, il faut préciser le 2.0. Exactement. En fait, quand moi j'ai participé au challenge, c'était pour donner envie aux jeunes et quand ils sont venus vers moi, il y avait beaucoup de jeunes de 18 à 25 ans qui étaient intéressés. Et ils se sont heurtés au problème de l'enregistrement. Et il est vrai qu'au niveau de l'enregistrement, il y a eu c'était beaucoup trop tard. Personne ne savait qu'il fallait s'enregistrer. Exactement. Les gens ne savaient pas qu'il il y fallait avait une campagne à la RTD. Donc la communication, si on veut que les jeunes de 18 ans et 25 ans votent, tu ne diffuses pas un spot à la RTD. Tu vas sur leur terrain. Tu vas là où ils sont. Voilà, exactement. Et cette partie-là a été négligée. Aujourd'hui, on se retrouve avec des jeunes de 18 à 25 ans qui ont envie de participer grâce au challenge qu'on a fait, mais qui sont dans l'incapacité de participer. Il y a une solution, certes, où il faut prendre une dérogation au tribunal. Et la procédure, je pense, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont, c'est ça, ça va pas. Déjà, si tu passes justement, voilà. La procédure est beaucoup trop longue. Donc, il faudrait peut-être, bon, pour l'instant, je pense que c'est trop tard, mais à l'avenir, mais faire en sorte que tout le monde soit concerné parce que le droit de vote, il va de 18 ans
jusqu'à la fin. Je pense qu'il y a même des jeunes qui pensaient que l'enregistrement était automatique. Exactement. Donc, déjà ça, c'est important qu'on confirme. L'enregistrement n'est pas automatique. Vous devez vous enregistrer une fois. Exactement. Et après, c'est bon, vous êtes dans le registre et vous pouvez récupérer votre carte d'électeur à chaque élection. Alors moi, je pense que déjà, l'enjeu même, comment on va dire, les ferveurs qui étaient là lors de l'indépendance, les votes pour 67, après les deux autres votes. Peut-être, j'aimerais qu'on va peut-être parler de cette partie un peu plus tard. J'aimerais d'abord qu'on reste un peu sur la communication. Voilà, historiquement, c'est que les élections, on dirait qu'avant, c'était juste réservé aux personnes d'un certain âge, à une certaine population, à une certaine classe sociale. C'est pour ça que peut-être les jeunes comme Omar se sentent délaissés par rapport à l'enregistrement ou bien au fait que il y a eu une communication type traditionnelle, type, comme on le dit, RTD, Nation, langue locale, puisque nos parents ne sont pas sur les réseaux sociaux, faut se dire, et c'est peut-être que en fait, les campagnes de pub n'ont pas visé tout le monde. Voilà, ils n'ont pas visé Après tout le monde. aussi, il y a un autre point très important, la population djiboutienne est majoritairement de jeunes. Donc Oui, voilà, le tiers de la population. oui, voilà, mais donc, après, voilà, il faut faire le nécessaire auprès de la jeunesse pour mettre en place un système d'enregistrement adéquat. Voilà. Donc là, maintenant, on il y a eu beaucoup de communication sur Même le le système retrait, mais pas d'enregistrement, sur l'enregistrement. Justement, c'est ça. Et il fallait faire un travail en amont avant ça, et il n'a pas été fait. Mais attends, Il a été fait, moi, je vois deux choses. Il n'a pas été fait. attendez. De la mère, ils Ça. sont pas allés auprès de la jeunesse. Moi, j'en suis en train d'entendre deux choses qui sont un peu différentes. L'une, premièrement, c'est qu'on est en train de parler de peut-être il fallait revoir la communication pour qu'elle se modernise afin d'inclure les jeunes de moins de 35 ans qui sont présents sur les réseaux sociaux. J'entends aussi une autre chose. Est-ce qu'on doit revoir la méthode d'enregistrement parce que dans certains pays, comme tu le dis, les personnes doivent s'enregistrer eux-mêmes. Dans d'autres pays, c'est automatique. Dès le moment où tu es un citoyen, tu es enregistré d'office à 18 ans dans le registre d'électeurs. Donc c'est ce que tu veux dire, parce que là on parle plus de communication, on est en train de parler que peut-être pour régler, voilà, pour régler ce aussi problème. la question organisationnelle, c'est qu'on n'a pas actuellement les moyens de faire en sorte de préparer un terrain pour autant de votants. C'est peut-être une question Non, je ne crois pas, parce que c'est plus basé sur la base de données. Dès que la personne a 18 ans, on a tout le monde en même temps. Il n'y a aucun rapport. Non, ils peuvent, en fait, ils peuvent maintenant, vu que tout est en train de s'informatiser, je pense, même à la population. je crois pas qu'ils sont en train de de dématérialiser tous les anciens anciens fichiers. problème. Du coup, ce sera plus facile de... Donc, regardez, revenons un peu sur ce qu'on était en train de dire au début. Donc, au niveau de la communication, c'est que c'est venu d'une bonne intention, mais que peut-être ils n'ont pas pris en considération le fait que la majorité des nouveaux électeurs ne sont pas présents sur les canaux traditionnels. Dans le futur, donc, on est en train de dire de commencer à utiliser plus souvent les réseaux sociaux. Et du fait qu'on a une population de plus en plus jeune, peut-être aussi leur faire des moyens adéquats. Voilà, c'est là que j'aimerais revenir. Moi, je pense que si on prend l'enregistrement automatique, ce serait très difficile. Si on reste un peu, je veux clôturer un peu la communication déjà. Je veux clôturer la communication. Là, comme il l'a dit, on a parlé de passer sur les réseaux sociaux. Elle vient de soulever quelque chose à Yann. Il faudra qu'on revoie aussi comment on le communique, les formats, pas juste la plateforme. Pas la plateforme, les formats. Est-ce qu'il faudra faire des campagnes d'aller en vote? Donc, est-ce que c'est quelque chose... Des spots vidéo, ça va influencer le jeune. Des affiches. Ça a tendance à plus attirer les jeunes. À l'étranger, généralement, les gens utilisent des personnalités ou bien des personnes des ambassadeurs, des ambassadeurs dans lesquels les jeunes se voient. C'est les partis politiques c'est les actuellement partis qui font ça. Mais pourquoi ne pas faire ça dès le départ? Le fait que tu insuffles à cette population, à cette jeunesse, qu'ils ont le devoir et le droit de voter. Parce que le droit, on l'acquiert dès la naissance. Dès que tu es djiboutien, tu as tes papiers, tu as le droit de voter. Là n'est pas une question d'organisation ou le fait qu'on peut pas accueillir des jeunes et tout. Non. Tu as le droit et le devoir d'aller voter. Après, c'est juste que, personnellement, pour moi, je me suis pas encore inscrite parce que je savais pas que c'était le bon moment pour s'inscrire. Oui, c'est vrai, merci. C'est un problème. J'aime bien les petits tours de table. Ben oui. Un autre petit tour de table, à part Yann qui vient d'avouer, plus ou moins, dans sa situation. Je pense que je dois être la seule. Moi, j'ai retiré ma carte et j'irai voter, je pense. Moi, je me suis déjà inscrit en 2015. Mais j'ai pas eu la chance de voter parce que je n'étais pas au pays. Mais heureux de savoir que une fois tu t'inscris, tu restes dans la liste. Donc j'ai pu retirer ma carte.
Depuis que je Après suis ta majeur, déclaration, bien sûr. voilà, depuis que je suis majeur, je n'ai raté aucune élection, qu'elle soit présidentielle ou législative. Ok, on s'est mis d'accord qu'il faut Tu as peut-être ta un peu carte, revoir la bien sûr. communication. Maintenant, si on veut revenir peut-être vers le côté, est-ce qu'on Si on devrait met en avoir place ce... une plateforme, si l'inscription devient automatique, ça va être très lourd à gérer ça, parce que tout simplement, pourquoi on part s'inscrire? Tout simplement, la personne va aller renseigner son adresse à lui. Alors, imagine, on t'inscrit, tu sors tu vas partir voter à Mouloud. Tu habites c'est à ce qui arrive, Cartier-Trois. c'est ce qui arrive. Oui, donc ce ce qui sont arrive, des je suis problèmes. désolée. Donc, on demande aux gens de partir s'inscrire en mais partant cette du question est toujours- du principe mais là, où la personne ne va pas donner une mauvaise Justement, adresse. je parlais de Elle ça, va donner je parlais de ça. Elle va aller s'inscrire dans le bureau le plus proche et en donnant son adresse. Oui, mais tu te rends compte qu'une fois inscrit, il y a des gens qui viennent qui sont en ville maintenant, à Quartier 3, comme tu le dis, Oui, ils ont et qui changé. repartent à Mouloud, Ils l'ont juste changé. pour aller chercher leur Parce que l'enregistrement, comme elle le dit, Oui, se fait qu'une seule fois. fois, La bon. situation géographique de la personne peut changer entre temps. On peut changer, moi, ce que je pense, pensais, on c'est peut que changer. ils peuvent intégrer, ils peuvent faire ce qu'il dit, mais déjà, dès lors qu'à 18 ans, on prend la carte. C'est que la carte, déjà, maintenant, elle change tous les 10 ans, je pense, pour des soucis de localité. Et tout ça. Donc, si déjà ta carte, là où c'est écrit carte 7, donc, de toute façon, tu voteras à carte 7. Donc, moi, je préfère qu'on enregistre déjà dès que tu prends la carte. D'identité. Oui, Quand c'est des quand tu fais solutions. déjà l'enregistrement. Absolument. Et là, au pire, peut-être dans quelques années, tu viens vérifier si tu es vivant ou pas. Mais déjà, ça fait filtrer parce que c'est l'informatique déjà. C'est pas une personne qui sera facile. Il y aura pas de difficulté. Alors, tout est informatique. Ce problème-là, normalement, ne devrait pas se poser. Dès que parce tu que te prends dans la la carte, Constitution de 92, il est déjà écrit dans un de ces articles, je sais pas si c'est 7 ou 8, que la personne qui a changé d'adresse doit aller se réinscrire en donnant sa nouvelle adresse. Mais on va dire, en disant, voilà, il n'est plus là-bas. Si là, une personne part voter dans différents bureaux de vote, il a une amende de 500 à 1 million et une peine de prison qui peut aller de 3 mois à 1 an. Donc c'est grave. Donc déjà, je crois qu'il y a un seul Djiboutien qui a été c'est emprisonné pour ça. Donc, ce qui montre à quel point c'est un problème qu'ils savent qu'ils ont du mal à gérer, donc ils préfèrent fermer les yeux. Là, maintenant, l'informatique, c'est vrai, va peut-être beaucoup faciliter ça les va choses. faciliter les choses parce que Voilà. du moment où tu prends ta carte, tu es déjà inscrit, les jeunes, la communication est aussi renforcée derrière parce que on est obligé de mettre la com derrière. J'aimerais peut-être très vite, on a parlé un peu très vite de comment cette campagne d'enregistrement a été gérée, peut-être avec certaines critiques, mais constructives, qu'on espère que pour les prochaines campagnes, ils vont intégrer certains de nos commentaires. On va l'espérer, on va s'en vanter, si c'est le cas. Peut-être maintenant, lorsqu'on parle bien sûr du devoir de vote et du fait qu'une partie de la population est absente, est-ce qu'on doit parler d'une jeunesse apolitique? Et si c'est le cas, quel est le rôle de l'éducation civique qui commence au niveau du qu'est-ce qui est fait déjà, qu'est-ce qui existe, est-ce que c'est suffisant, et si cela existe et c'est suffisant, pourquoi on n'a pas des jeunes qui ont bien assimilé une compréhension de comment leur gouvernement fonctionne et aussi de leur devoir de vote? Alors déjà, moi, j'ai d'abord pour retracer un peu. J'aimerais parler de le vote dans certains pays comme le Brésil, la République démocratique du Congo, l'Égypte ou la Libye est obligatoire. Alors la France, nous, Djibouti, elle n'a pas un caractère obligatoire juridiquement. On peut pas te sanctionner si tu pars pas voter le vendredi 9 avril. Par contre, c'est un droit. Comme c'est un droit, on peut pas transformer un droit en devoir, mais c'est un devoir moral et civique envers la société. Pour être citoyen complet, tu dois aller voter. Et donc, on parle d'à peu près, entre guillemets, ce qu'on appelle la qualité d'électeur. Si tu travailles, tu es quelqu'un qui produit, qui est productif, qui fait partie de la population active et qui, d'ailleurs, sans laquelle la souveraineté djiboutienne ne pourrait pas s'exercer dans les sphères internationales, si tu es ce travailleur-là et que tu ne votes pas, tu ne peux pas, je pense, être éligible facilement
à la Chambre des députés, à l'Assemblée nationale. C'est Mais ce je qu'on pense appelle que la le problème- qualité Le d'électorat. problème vient de là, déjà, de Mais j'aimerais base. revenir toujours vers la question centrale de Ouais. pourquoi la jeunesse n'est pas politique. Ah. Je crois pas que ça, Je pense malheureusement, que moi, il y est la a raison. un autre problème. Et je voudrais qu'avant que Non, c'est le risque, comme moi, ça, je parlais de nous risque. parlons de Pourquoi l'éducation civique. Les Ça veut dire parents, que, déjà que les parents doivent De pas les base, la base. d'abord, L'école. l'éducation civique qui est À l'école. à l'école. J'aimerais déjà qu'on parle de ça avant qu'on en parle de l'environnement social. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qui existe pour l'instant à Djibouti au niveau de l'éducation civique par rapport à la compréhension du devoir de vote à Djibouti? C'est ça que... Et si c'est le cas, est-ce que c'est suffisant? Et même si c'est le cas que c'est suffisant, pourquoi on a une jeunesse apolitique qui ne comprennent pas très bien leur système politique et leur devoir de vote? Le truc, Alors, c'est que ça, c'est la question. Moi, en fait, à l'époque, je sais pas si maintenant ça se fait, mais j'ai dit dans une précédente émission, T'es on a plus fait jeune de les cours- l'équipe, donc toi, les tu cours- dois avoir les souvenirs les plus clairs. les cours d'éducation civique. Il y avait un cahier vert, où on nous parlait de l'environnement et des droits civiques. Les droits de vote, fait qu'on devait, éducation civique, ça s'appelait. C'était un petit cahier vert. Oui, mais de quand à quand? Parce que pas déjà, ça. regarde, Moi, j'ai fait, quand on moi, fait un j'ai tour fait de ça. table, on voit J'ai que fait même, ça, voilà. c'est- Alors, c'est ça que je me demande. Est-ce que jusqu'à maintenant, ça se fait ça? C'est un problème qui a été récurrent. C'est pour ça que le ministère a institué un curriculum à part qu'on appelle éducation civique, morale et islamique. En fait, avant, c'est les enseignants faisaient, c'était facultatif. Oui, voilà, je pense que c'était juste la prof qui nous a sentait fait ça. la responsabilité Donc, ça a d'inculquer à commencé ces quand, jeunes. le nouveau plan? Le Ça, nouveau très programme jeune. qui a commencé en 2019, la révision Oh, curriculaire. C'est très de récent. 2019. Mais il y avait le, Oui, c'est ça. Moi, j'ai le fait, programme je me souviens. d'éducation civique et morale, c'était l'enseignant arabisant. Le prof d'arabe dans la classe, l'enseignant arabe à l'école de base, avait la charge d'enseigner ça. Maintenant, on a mis à la charge de l'enseignant francisant parce qu'il voit beaucoup plus de temps que l'enseignant arabe. En même temps, si tu mets, francisant reste 3 si tu heures mets un avec truc ses aussi élèves. important dans la matière où la plupart des élèves sont faibles, voilà. Et donc, dans l'éducation civique et morale, déjà, qu'est-ce qui se fait à l'école à l'école du Lucien? Dans l'école du Lucien, grâce aux politiques éclairées du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, en l'an 2000, il y a eu une loi d'orientation. On a choisi une école qui est la nôtre, l'école djiboutienne, entre guillemets. Bien qu'elle est décriée, bien que certains disent elle n'a pas fonctionné pour ceci et cela, moi je pense qu'à la base c'était louable. On avait choisi une démarche qui était psychologie, qu'on appelle le constructivisme. C'est-à-dire l'élève, ce qu'il doit apprendre, il doit le construire. Il ne faut pas que ça vienne de cette approche classique traditionnelle de l'enseignant qui dit tout. L'élève doit les construire. Déjà, on responsabilise l'élève comme étant un individu social. Je vais éviter qu'on s'éparpille avec le débat, mais plus concrètement, quel est Justement, l'impact ça va expliquer certaines choses. L'élève est considéré comme déjà un individu social de son jeune âge. Dans l'école, on parle de socialisation scolaire. Les élèves sont organisés en groupe de 6 et ils débattent. Déjà, il y a les débats, il y a les prémices de la démocratie participative déjà à l'école du Bruxelles. Ils débattent. Depuis 2019. Depuis l'an 2000. Même avant, ça se Depuis faisait l'an 2000. l'élection du chef de classe. L'organisation. Du chef de classe. Voilà. L'adjoint. Oui, ça c'était au collège. À l'école de base, il y avait cette configuration taylorienne pléthorique où les élèves étaient rangés comme ça. On avait l'impression que c'était une usine. C'est plus maintenant, depuis l'an 2000. Les élèves sont organisés en groupe de 6 élèves et ils débattent. Le faible, il n'y a plus de faible, il n'y a plus de fort. Le faible et le fort se mettent ensemble pour discuter, argumenter, défendre et se mettre d'accord pour choisir une réponse. Déjà, il y a les prémices de la démocratie participative et inclusive qui est déjà là. Maintenant, cette révision curriculaire de 2019 vient compléter ce qui était déjà là depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire l'éducation civique et morale. On va parler beaucoup de l'environnement, de la citoyenneté mondiale avant de parler de quel type de citoyen doit être le futur du Lucien en 2035, vision stratégie 2035, en 2060. Oui, mais ça, c'est le Il faut cadre. qu'on soit spécifique Voilà. sur la question du devoir de vote. Voilà. Ça veut dire pas de curriculum entier, mais sur comment on arrive à sensibiliser le À droit de vote. l'enfant, Exactement. à son droit de vote, ou son devoir. Voilà. Ça veut dire combien, par exemple, au niveau du syllabus, combien de temps spécifiquement est réservé pour l'exercice politique, ce genre de choses. Je veux plus spécifique parce que sinon, après, très vite, au bout d'un moment ou l'autre, on va rentrer dans le cursus éducatif très large. On veut éviter ça. Qu'est-ce qu'il y a spécifiquement en place et combien de temps ça dure? Alors malheureusement, j'ai pas révisé. J'étais un bon élève
aujourd'hui. J'ai pas révisé, je devais jeter un coup d'œil sur le curriculum. Il y a un camarade qui a un collègue qui travaille. J'ai pas eu le temps, malheureusement, mais je sais que de l'école de base jusqu'à terminale, il y a sous forme spiralaire, le droit de vote, les aspects civiques puis politiques reviennent dans le programme djiboutien, dans le vote. Mais après, si on voit par exemple nos deux plus jeunes chroniqueurs, qui théoriquement on doit avoir une mémoire beaucoup plus fraîche, même si c'est assez longtemps, ça ne semble pas avoir eu un impact quoi que ce soit. C'était en arabe seulement. Toi, c'était clairement le professeur arabisant. Même chose, toi aussi. Moi, c'est ça, parce que je pense que c'était la prof qui a fait ça. Oui, le prof d'histoire géo au collège. Non, même au primaire. Oui, mais au collège, on a vu des titres de chapitres, mais ça s'est arrêté. Est-ce que vous vous rappelez beaucoup de choses de ces cours? Non, je me rappelle Moi, je me rappelle très bien. C'est pour ça, il y avait le cahier vert où il y avait... Je pense que le fait de dire que ça n'a pas eu d'impact sur les jeunes, je pense que c'est pas très objectif parce que tout simplement, la jeunesse, les premiers vagues qui sont sortis de cette école djiboutienne, on les voit très réactifs, que ce soit dans les réseaux sociaux ou même dans la vie de tous les jours. Je pense que des fois, même les policiers, tu vois, des jeunes qui sont révoltés, réactifs, il faudrait peut-être recanaliser ces énergies-là dans des domaines qui sont beaucoup plus louables, le développement de la nation, l'identité nationale. En fait, tu viens de répondre à ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est une jeunesse apolitique. C'est une jeunesse apolitique qui ne veut pas exercer leur devoir citoyen. Ils n'ont pas priorisé, en fait. Ok, passons peut-être. Donc l'école, on est d'accord pour dire que l'école n'a pas été. Non, pour l'instant, moi ce que j'ai à la hauteur. Si, l'école a été à la hauteur parce que ces gens-là, j'en suis d'accord, mais là, notre approche. À partir du moment où le citoyen, le jeune djiboutien citoyen lambda prend une position assez ferme et qu'il est capable de s'asseoir devant des lives et de défendre cette position, l'école a été. Là, tu généralises encore, toi, tu gères moi, je suis d'une génération, le live, on l'esquive. Hamza, parce que la question, pour l'instant, elle est très simple, c'est la question du droit du vote. C'est pas le large. L'objectif le droit du vote est tributaire de cette prise de position qui est éclairée. Comment t'expliquer ça? Ça, tu prends globalement un esprit développé, certes. Nous, on parle en termes de vote. Non, Les gens qui font le live, c'est que dans ce cas, si ce que tu dis est vrai, on n'aurait pas une jeunesse apolitique en face. On aurait une jeune qui prend des positions, qui est impliquée. Moi, la jeunesse que je vois, elle est tout sauf apolitique. Ils prennent des positions fermes et politiques. Mais il les assume. Il le fait sur les réseaux sociaux. Ce débat, ce sera à la fin. On va revenir vers ça spécifiquement. Maintenant, pour l'instant, sur la question d'éducation, on va essayer de vite fait passer à autre chose sur l'environnement social. La sphère familiale. La sphère familiale, le quartier, les amis. Moi, je dirais que bien avant la sphère familiale. Ce que, à Djibouti, on est, par exemple, si on doit parler de l'ancienne génération qui valorisait le droit du vote, ce que il y a eu un transfert vers les générations suivantes. Ça veut dire, est-ce qu'ils ont réussi à transmettre l'importance aux générations futures du droit de vote? Une chose. Dans les quartiers, même chose. On parlait des chefs de quartier qui, à l'époque, organisaient tout le quartier. Des meetings. Voilà, tout autour de le droit de vote, récupérer les cartes et ainsi de suite. Ça, c'est une chose. Maintenant, après, les amis aussi, ça veut dire vos pairs, les gens de votre génération, quand vous observez autour de vous, est-ce que vous avez l'impression de voir des gens qui aussi valorisent le droit de vote? Voilà, j'aimerais votre réponse sur ça, sur l'environnement. Bon, pour ce qui est de l'environnement sociétal, moi, la première étape, c'est la famille. Donc, je pense que la famille a un rôle très, très, très important sur cette jeunesse qui... L'exemple? Oui, un exemple. Moi, par exemple, mon père était d'une manière très explicite, en fait, d'une manière très directe. Il faisait, il faut ne pas aller voter, il faut aller faire ceci. Il imposait ses prises de position. Donc, ça poussait certaines de notre famille à ne pas vouloir débattre ou bien porter des jugements ou des positions en face à... Il n'y avait pas cet espace ouvert de débat politique et tout. Mais je pense que dans certaines familles, le débat est là. Certaines... Il n'y avait pas de débat chez moi non plus. Et bien avant le vote, il y avait une personne... Non, c'est pas une question de patriarche. Chez nous, on avait une culture du vote. Il y a une personne dans la famille qui partait une fois avant le vote, chercher nos cartes, et on allait tous voter ces jours-là. On prenait une voiture, on allait à tous les bureaux de vote où nous sommes inscrits, on allait tous voter chez moi. Le vote, c'est important.
jusqu'à longtemps, le vote était une affaire familiale. Voilà, exactement. Une personne allait récupérer. C'était dans la Est-ce sphère. que ce n'est plus le cas maintenant? Ce n'est Le plus. vendredi, en fait, il y a une Bah, forte c'est culture. ça. Vendredi, moi, je dors, je ne vais pas voter. Chez moi, il n'y avait pas ça. Le vendredi, tu manges. Soit c'est l'après-midi. voter. Soit c'est l'après-midi, en fait, les gens avaient plus tendance à aller voter après-midi, mais Moi, lorsque En fait, c'est la jeunesse. Moi, lorsque je vois Omar, j'imagine le père de Omar qui le regarde, qui dit mon fils il dort, ouais, je vais le laisser dormir. Jamais de la vie. On a Chez l'impression moi, que on tu as se trop dormi réveille, même on pas. va faire son débat chez moi. C'est juste non, mais il faut dire la vérité, c'est que, culturellement parlant, on est une société qui ne communique pas avec les aînés. Exactement. L'aîné a le dernier mot. L'aîné pose des questions pratiquement c'est inquisiteur. Tu viens d'où? Tu rentres d'où? C'est quoi ces Samara? Va te laver. Des ordres. C'était carrément C'est des inquisitions, Ouais. d'une inquisition à des ordres, ok. Et donc, il n'y avait pas ce débat-là, le débat égalitaire où on discute, papa, tu vas voter pour qui? Moi, je veux voter pour ça. Et il y a donc, culturellement parlant, il y a très peu de communication, plutôt des inquisitions, on va dire, inquisitoires. C'était voir un ordre. Tu votes pour lui, je suis pour lui, je suis pour l'autre. Maintenant, le vieux, les plus aînés, se lèvent, j'ai vu dans beaucoup de familles, les plus aînés se lèvent, ils partent voter le vendredi parce qu'ils savent l'enjeu qu'il y a derrière, voter. C'est pas voter simplement. Il n'y a plus le même Toute engouement. l'histoire, Il n'y a plus le même En engouement. fait, je pense Et il laisse les jeunes générations là. Je pense qu'il laisse la jeune génération en train de roupiller sur leur lit. Ils sont pratiquement La faute est un bras à l'est, l'autre bras à l'ouest, un bras au nord, le pied nord, puis l'autre pied crucifié sur le La faute est qui, le père ne réveille même pas son fils. C'est ça. C'est les générations. Les aînés, la faute aux aînés. Voilà. Voilà, faute aux aînés. En fait, je pense qu'il y avait trois générations pour moi. Il y avait la plus grande, la grande génération, la première qui votait. Attends, laisse-moi finir. Voilà. Non, ça c'est normal, je vais vous dire. Je pense qu'il y a eu trois générations. La première, celle qui était stricte, celle qui votait, celle qui ratait Qui me pas, ratait. celle qui était vraiment très à cheval sur ça. Puis il y a eu la deuxième, qui a suivi, en fait, je pense qu'elle a suivi la première, et ils se sont dit, merde. Moi, j'ai suivi ça, je vais pas le faire suivre à mes enfants. Puis, il y a nous, bon, Hamza, je pense que tu es de la deuxième. Nous, on est de la troisième. En fait, on nous a rien dit. On nous demande rien. Bon, pas dans ma famille, mais je pense que dans certaines familles. Si tu veux. Ah oui, si tu peux dormir. Et je pense que toi, tu es en train de parler de cette troisième génération qui a été délaissée, à cause d'un traumatisme générationnel. Voilà. C'est comme ça que quelque chose. Moi, je vois comme ça. Il y a un autre facteur qui explique dans le monde, il faut circonscrire ce problème de Lucien dans un problème qui est un peu large. Après, je sais où tu es en train d'aller. On va en discuter après parce que ce serait un débat un peu plus large. Mais là, pour l'instant, si on parle spécifiquement de Djibouti et l'impact de l'environnement, je pense qu'on a déjà eu la position de Omar. Fadine, tu veux ajouter quelque chose par rapport à l'environnement? C'est quoi ton expérience personnelle, par exemple? Moi, ce que c'est après la Tu même fais chose, partie c'est de que cette quelqu'un- génération jeune apolitique dont on est en train de parler. En fait, la majeure partie, là, ces dernières années, moi, mes potes ont tendance à aller voter ou à s'intéresser à la politique. Mais je sais qu'il y a quelques temps, c'était pas le cas. Parce En fait, qu'ils c'est se juste le sentaient fait pas. que la campagne approche ou Ouais. les votes approchent, que ça crée un engouement. Mais je sais qu'il y a un an, il y a personne qui pensait aller voter l'année prochaine, tu vois. Ne serait-ce Donc, pas parce c'est qu'ils ne se ça, sentent c'est pas ça. assez représentés Et dans ça, Je pense cette aussi, politique. on fait chaque chose, on s'entend. Moi, je vais pas parler de... Les gens sont que juste j'ai mangé intéressés demain, par machin. le vote que quand ça s'approche. Quand le cirque de Avril, la quand campagne avril, commence. exactement. C'est les buts Et quand du la jeu. campagne Quand les commence, tampons et les broies, Je vais commence. vous balancer peut-être aussi une autre hypothèse, j'aimerais bien que vous en débattez. C'est, est-ce que potentiellement aussi, comme Hamza l'avait très très bien soulevé, qu'on a, c'est vrai, une culture qui a une tendance à avoir un respect très fort de l'aîné, avec une incapacité à la jeunesse de pouvoir s'exprimer. Est-ce que potentiellement aussi, dans l'apolitisme des jeunes d'aujourd'hui, on voit aussi tout simplement un ras-le-bol de certains jeunes qui ne voient pas au fait des politiques, peut-être à l'exception de certains, le président de la République, ils ne voient pas des politiques qui correspondent, qui leur parlent, qui correspondent, qui comprennent leurs ils ne se objectifs, sentent pas assez qui représentés. interagissent Voilà. avec eux. Ouais. On parlait récemment C'est ça, c'est le manque de communication. qu'il y a un divorce au fait entre deux générations. Une cassure, entre ouais. une Je classe l'ai dit, politique. personnellement, Si les jeunes étaient, en fait, Je pense que... à part, c'est comme tu l'as dit, à part quelques, politique. En fait, les premiers, c'est clair, C'est le président. qui est actif avec les jeunes. Mais il y a certaines personnes où la fracture est là, en fait. Les jeunes ne se voient pas, avec d'autres politiciens. Ah oui, il faut rappeler que sur Facebook, c'était le premier à
avoir un compte certifié et que tout le monde a presque suivi. Tu avais beaucoup de gens. Je parle du président de la République. Le président est très actif sur les réseaux. Il est très actif sur les réseaux sociaux. Exactement. Omar a un truc à vous dire à propos du président. On va dire qu'il m'a répondu clairement sur un commentaire. Et ça, c'était vraiment très chouette. Je pense qu'il n'était pas le seul. Oui, oui. Comme j'ai dit, exactement. C'est comme pour les cartes. Je pense que c'est comme pour les cartes. Il faut aller, si on veut vraiment parler aux jeunes, il faut aller là où ils sont. Si tu veux de l'eau, tu vas au puits. Tu vas pas dans la cuisine. Bon, avec le robinet, il y a témoigner, je suis là. Voilà, il faut aller là où il y a le besoin. Je suis là à témoigner devant vous que le président, on l'a reçu quelques jours avant, on a été reçu par le président, et il a été très, très, très réceptif. C'est quelqu'un où pendant 1 heure, il vous parle, vous allez l'écouter. Il est là avec la jeunesse, il vous comprend, il parle sérieusement. Ça se voit que c'est quelqu'un qui est affectif envers la jeunesse. Voilà, c'est ça le truc. Tu vois. En fait, la politique, dans tous les discours, c'est la jeunesse. La jeunesse, il y a toujours la jeunesse. Même donc si ça montre, ça prouve en fait à comprendre, c'est l'importance de passer le flambeau à l'avenir du pays, à cette jeunesse. Une bonne partie de la jeunesse, malheureusement, endoctrinée par des gens lambda, Achetouel, Noulenage, qui font du live. On en a marre d'ailleurs des Achetouel et des Noulenage qui font du live. Ils sont endoctrinés, ils ne voient pas, ils voient un discours politiste et politicien de ce que le président dit. Alors qu'au fond de lui-même, je pense que le combat, le Minecraft, lorsqu'on va, peut-être le président va écrire son Minecraft, le combat, le seul qui mérite d'être gravé dans la roche, je pense que sur l'épisode. S'il te plaît. Je pense que c'est le combat, c'est pas le Minecraft. Oui, c'est le combat. Minecraft, je pense que le combat le plus louable qui doit être gravé dans la roche du président, c'est toujours cette chance, cette compréhension et cette ferveur qu'il a pour la jeunesse. Pas de problème. J'aimerais quand même ajouter quelque chose. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de louanges vers le président là pour l'instant, je viens d'entendre beaucoup, mais il faut qu'on revienne à ce que je viens de vous dire. Ça veut dire ce que les jeunes se sentent pour l'instant en divorce avec une partie de la classe politique qui ne communique pas avec elle. Qui communique pas avec elle. Ça veut dire les réseaux sociaux, tous les hommes politiques ont mis en place maintenant des pages professionnelles. Mais il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de discussion. C'est des équipes de com qui gèrent. Mais bon, c'est partout comme ça. C'est partout comme ça. Personnellement leur page, mais en majeure partie c'est vrai, ils sont pas. C'est des équipes de com qui sont derrière leur page personnelle. Mais c'est pas tout comme ça. C'est pas pour tous. Le truc c'est que ce serait bien si, par exemple, le fait de, même les lives qu'ils font, tu vois que c'est pas réel. Peut-être faire réponse par vidéo pour les jeunes, tu vois, c'est un truc interactif. Plus informel, plus personnel. En France, par exemple, en France, par exemple, vous avez le président qui avait fait une interview, avec McFly et Carlito, sur Snap, sur la page de il est très, très communiquant et ouvert. C'est un coup de com' quand même. Donc, je sais que c'est un coup de com'. Non, cette facette du président Macron. Voilà. Je l'ai vu avec le président Eugé. Oui. Je vous assure. En vrai, il est comme ça. En vrai, c'est quelqu'un qui est actif, qui interagit bien avec la jeunesse. Oui, mais cette jeunesse, elle ne peut pas être représentée que par le président. Bien sûr. Faut que les gens aient cette culture d'interaction avec les jeunes. Ok. Les jeunesses n'est pas j'aimerais une conclusion, peut-être. Elle est portée par le président. Non, Hamza, j'aimerais une conclusion pour l'instant. Parce que c'est vrai que là, donc, qu'est-ce qu'on essaye de dire là pour l'instant? Que oui, il y a un problème au niveau de la communication uniquement, ou bien on va au-delà, ça veut dire même les thématiques, thématiques approchées, l'approche, ça va au-delà. Est-ce que c'est uniquement communication ou c'est l'approche? Non, même l'approche, ça va culturel. Dans l'approche, lorsque par exemple tu envoies une comité de jeunes parler à des jeunes d'un quartier, il faudra s'assurer que des groupes de personnes qui vont partir sont jeunes. Faudra pas envoyer quelqu'un qui est dans la cinquantaine. Qui s'est dit jeune. Voilà. Les jeunes qui a en face, il se dit,
Lui, on n'est pas de la même génération. Il y a 20 ans entre lui et moi. À Djibouti, si lui est jeune, donc moi je suis un enfant et je vais faire l'enfant. Mais à Djibouti, un homme politique de 40 ans, on dit que c'est un jeune, hein. Oui, parce que plus ou moins la politique on rentre à partir des 40 ans. Mais il faudrait associer vraiment les jeunes du quartier. Il faudra démocratiser. Il faudra aller chercher ces jeunes-là qui sont diplômés, qui ont la démagogie, la pédagogie pour parler aux autres, les récupérer. Il faut que ça soit quelque chose qui soit démocratique. Il faut pas toujours les mêmes qui partent voir les jeunes, parce que les mêmes têtes qui partent voir les jeunes ils se disent on se fout de notre gueule. D'un côté, il y a le président qui martèle, qui tape sur les tables, les jeunes d'abord, et son discours quelque part est biaisé par cette représentativité qui est tout sauf jeune. Mais après, tout sauf jeune, sincèrement. En fait, ce que là, ça pose une question. Il y a je sais pas si c'était au Rwanda ou un truc du genre, il y avait une ministre, une femme qui était très jeune, je sais pas, 25 ans. Oui, la ministre de télécommunication. Je sport. Je pense que c'est plutôt sport. Voilà, mais jeunesse et sport. Il y avait une fille, elle était jeune, elle était ministre. Oui. Donc, mais qu'est-ce qui briserait cette étape dans les pays basses, dans les pays baltes, il y avait un premier ministre qui était dans les vingtaines. Oui. C'est ça. Après, moi, est-ce qu'il faudrait changer la mentalité? Moi, je suis totalement choses que les gens soient représentés. Moi, j'attendais que quelqu'un arrive vers ça. Mohamedine, au fait, vient de soulever quelque chose qu'on était en train d'aborder dans plusieurs des épisodes, au fait, constamment. Qu'on voit à chaque fois que dès qu'on parle de la jeunesse à Djibouti, il y a un facteur récurrent, c'est tout simplement, c'est qu'il y a une culture qui a tendance à ne pas mettre en avant et de ne pas utiliser la force vive de la jeunesse. Ça veut dire qu'on a tendance à plus mettre en avant la sagesse d'un ancien, c'est ce qu'il dit, plus que le dynamisme et la force vive d'un jeune à faire une société. C'est ça. Imagine si, par exemple, il y a certains ministères, désolé, je vais pas rétrograder un ministère, mais il y a certains ministères qui, je pense, n'ont pas besoin d'être un très grand administrateur pour gérer. Ou juste avoir de l'expérience pour ça, pour gérer un ministère. Mais il y a des jeunes qui, à 30 ans, je sais pas, on commence à le voir ça maintenant. Beaucoup d'agences étatiques maintenant. Quelqu'un qui a déjà commencé, à 22 ans, il a commencé à faire de la politique, à gérer. Non, mais c'est ça que je dis. Il faut avoir confiance en ces jeunes. Il faut les associer. Avoir des effets de compétences et d'expérience. La compétence, c'est bien, mais l'expérience doit aller avec. Ok. On va peut-être faire une transition vers la dernière partie, celle que je sais Hamza voulait revenir plus d'une fois. C'est tout simplement, c'est que, est-ce que peut-être cette jeunesse apolitique, est plutôt une tendance globale et pas juste locale, dans le sens où les jeunes de maintenant sont complètement déconnectés, voire désintéressés, voient la politique comme un outil désuet dans le nouvel ère du XXIe siècle avec la globalisation, et que maintenant, pour eux, leur façon pour eux d'avoir un rôle citoyen dans la société, c'est plus à travers des likes, des partages, une réaction dans le monde digital, où c'est là qu'elle va, disons, taper du poing et donner sa position. Ils ne voient plus comme le vote comme l'outil qui avait été mis en place pour pouvoir permettre à ces sociétés de pouvoir prendre des décisions de façon collective. Est-ce que peut-être on est en train de voir ça? Et c'est pas juste Djibouti, mais c'est assez global. C'est plus global. Je pense que on est dans un monde qui va être de plus en plus virtualisé. Et dans cette virtualité-là, on va dire, dans cette dimension virtuelle, la réalité est fictionnelle, voire distordue complètement. Et donc, les jeunes préfèrent voter même. Je pense que si le vote était digitalisé, tout le monde allait voter. Tout le monde allait voter. Si le vote était de like, voilà, tu matches et voilà. Donc c'est quoi? Pour la prochaine élection, il faut une application. Pour la prochaine élection, il faut une application. Moi, je pense que moi, je voulais aussi parler d'un problème qui concerne le monde entier. À pratiquement il y a des études de thèse et même scientifiques et objectifs qui pensent que la démocratie est de plus en plus banalisée. Voilà. Les votes sont de plus en plus plébiscites et les jeunes, par rapport à ces votes plébiscites, ils se disent, bon, on se fout de notre gueule. Il y a pas ce combat, ne serait-ce que David contre Goliath, il y a pas des enjeux, et pourtant il y a ces enjeux-là. Dans chaque vote, il y a un candidat, il y a plusieurs candidats, il n'y a pas qu'un candidat, il y a au moins deux candidats. Et donc, c'est un problème qui est universel,
Et Djibouti aussi, malheureusement, en pâtit. Mais c'est pas la seule chose qui expliquerait, qui expliquait tous les facteurs qu'on a brassés, qu'on a passés sous forme de mixte exhaustive tout à l'heure, font partie, expliquent en fait en partie le problème de vote avec la classe, la classe, voilà, assez. Il faudra bientôt qu'on clôture ce débat, donc peut-être Hamza, Mouhidine, Ayane, vous voulez ajouter quelque chose peut-être par rapport à cette dernière question sur ce qu'on est en train de voir, une tendance globale au fait où la jeunesse commence à réagir de façon politique, de façon à travers les plateformes, des réseaux sociaux. C'est surtout que c'est plus facile de réagir à un poste, comme ils l'ont dit, que d'aller voter, aller chercher s'enregistrer, chercher sa carte. Voilà, c'est tout un problème logistique, voilà, donc c'est plus facile. Va dire ça à ton grand-père, Omar, va dire ça à ton père, ces gens-là qui ont attendu des années pour avoir voté. Oui, à l'indépendance. Il y en a qui ont fait la queue en 67, ils ont eu le droit de vote en 76. Mais je suis contre. Alors ces gens-là, même s'ils sont malades, même s'ils sont à la porte de la mort, ils vont se traîner. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Maintenant, le problème, c'est qu'on est en train de on est face à un constat. Le constat qui montre que on est en train d'aller vers des générations qui sont de moins en moins politiques, qui considèrent le politique comme une activité peut-être laissée peut-être pour une certaine élite d'un certain âge. On l'a vu aux États-Unis, les jeunes n'ont pas trop voté et on a eu Trump et ils se sont énervés après pendant toute la période de Trump en disant comment c'est arrivé. Voilà, mais tout simplement, comme avec Macron aussi, il y avait ça. Il fallait tout simplement qu'ils utilisent de leur devoir de vote. Donc en tout cas, on va quand même clôturer ce débat. Comme on l'a dit, notre objectif n'est jamais de terminer le débat ici sur le plateau, mais on a quand même essayé d'aborder une question qui est quand même... Il y a aussi un problème plus important, avant de finir sur ça. Il y a aussi le problème du jeune Djiboutien, il commence à s'intéresser au vote à partir de l'âge où il est dans la vie active et qu'il voit qu'il est un moteur important de la société. C'est de là qu'il prend conscience qu'il peut voter, qu'il peut changer les choses et qu'il est important, qu'il est un poids de la société. Malheureusement, dans notre culture, ce n'est pas à 18 ans. Ça. Voilà. C'est probablement lorsqu'il commence son foyer, qu'il cherche son premier emploi. À 30 ans. Sinon, avant ça, il va te dire pourquoi j'irai voter, je ne gagne rien, voilà. Donc, comme vous voyez, comme Omar vient de le faire, c'est un sujet qui reste très d'actualité même pour la jeunesse. Bien sûr, on n'est pas sûr que tous les éléments que nous avons soulevés justifieraient cette tendance qu'on est en train de voir, mais on espère bien sûr que ce qu'on est en train de voir ne va pas se confirmer dans les années à venir et qu'on aurait peut-être une jeunesse qui va comprendre que le droit de vote ou le devoir de vote est peut-être l'un des outils les plus efficaces pour elle d'avoir un impact sur la société dans laquelle elle vit. Donc, on va clôturer cette émission avec ces derniers mots et on vous remercie d'avoir été avec nous. Comme d'habitude, on est là chaque jeudi à 20h. Au revoir.